Bonsoir à tous, Le Monde aujourd'hui, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. Mais tout d'abord, les titres. United States of America, 13th. Rendre à l'Amérique sa fierté et à la nation diviser son unité. Petite phrase de Joe Biden hier lors de son allocution télévisée. Le président américain a livré devant le Congrès un discours sur l'état de l'Union qui avait déjà des accents de campagne. Nous y revenons dans ce journal. 3 personnes ont été tuées mardi lors de l'attaque d'un convoi de l'ONU dans l'est de la RDC. Il s'agit d'une nouvelle action hostile à la force onusienne accusée par la population d'inefficacité face aux groupes armés. En sport, à jamais dans l'histoire, LeBron James écrit une nouvelle page de sa légende. Il est devenu mardi le meilleur marqueur dans l'histoire de la NBA, brisant le vieux record de Karim Abdul-Jabbar. Yacouba Ouedraogo nous parlera de cet exploit dans un instant. S'exprimant donc devant un congrès divisé pour la première fois depuis son entrée en fonction, le président américain Joe Biden a prononcé son deuxième discours sur l'état de l'Union hier soir. Il a vanté le faible taux de chômage et la fin de l'état d'urgence lié à la pandémie de Covid-19, tout en plaidant en faveur du bipartisme face à une Chambre des représentants contrôlée par les républicains. Compte rendu de Patsy Widakwazura, chef de bureau de la VOA à la Maison-Blanche. C'est un récit de Jacques Aristide. Monsieur le Président de la Chambre des représentants, le Président des États-Unis. Devant les 2 chambres réunies du Congrès, le locataire de la Maison-Blanche a mis en exergue son programme axé sur l'unité. Monsieur le Président de la Chambre, je ne veux pas ruiner votre réputation, mais j'ai hâte de travailler avec vous. Le président Biden s'est félicité de la remontée de l'industrie manufacturière américaine, encouragée par des législations qui promeuvent notamment des investissements dans la production d'énergie renouvelable, des semi-conducteurs et dans les infrastructures afin de concurrencer la Chine. Avant, nous étions numéro 1 dans le monde des infrastructures. Nous sommes tombés au 13e rang mondial, les États-Unis d'Amérique, au 13e rang mondial pour les infrastructures modernes. Mais nous faisons notre retour parce que nous sommes unis et avons adopté la loi bipartisane sur les infrastructures. Abordant l'inflation élevée, Joe Biden a déclaré que le problème est mondial, causé par la pandémie de Covid-19 et la guerre menée par la Russie en Ukraine. Il a souligné le faible taux de chômage. Nous avons créé un record de 12 millions de nouveaux emplois, plus d'emplois créés en 2 ans qu'aucun président n'en a jamais créé en 4 ans. Il a fait valoir les mesures prises par son administration pour effacer la dette fédérale des prêts étudiants, pour augmenter le nombre d'Américains ayant une assurance santé, pour mettre en œuvre des programmes d'aide face au Covid et pour réduire le coût des médicaments d'ordonnance. C'est la gouverneure de l'Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, ancienne porte-parole de la Maison-Blanche sous Donald Trump, que le Parti républicain a choisi pour livrer la réplique à Joe Biden. Dans l'Amérique de la gauche radicale, Washington vous taxe et met le feu à votre argent durement gagné. Mais vous êtes écrasé par les prix élevés de l'essence, les rayons vides des épiceries, et on apprend à nos enfants à se haïr en raison de leur ethnie, mais pas à s'aimer ou à aimer notre grand pays. Le républicain Kevin McCarthy, nouveau président de la Chambre des représentants, a promis une série d'enquêtes touchant notamment les documents confidentiels trouvés au domicile de Joe Biden, les milliards de dollars d'aide à l'Ukraine et la réponse qualifiée de faible du président au ballon espion chinois récemment abattu après avoir survolé le territoire américain. Parmi les invités, Oksana Markarova, l'ambassadrice d'Ukraine à Washington, et les parents de Tyre Nichols, le jeune Africain-Américain battu par des policiers du Tennessee et qui est mort quelques jours plus tard.
Lorsque des policiers ou des services violent la confiance du public, ils doivent en être tenus responsables. Après les récentes fusillades en Californie, le président Biden a de nouveau appelé le Congrès à interdire les fusils d'assaut. Il a exhorté les républicains à proposer une réforme de l'immigration, des propositions de réduction de la dette et s'est engagé à protéger les droits reproductifs. Ne fais pas d'erreur. Si le Congrès adopte une interdiction nationale de l'avortement, j'y opposerai mon veto. Dans quelques mois, le président Biden devra faire face aux républicains qui réclament des réductions de dépenses avant d'accepter d'adopter une hausse du plafond de la dette pour éviter le défaut de paiement. Le discours sur l'état de l'Union a été très suivi et les réactions ont été nombreuses, notamment dans le camp républicain où les critiques n'ont pas manqué. Pour en parler, retrouvons Mohamedou Oumfa non loin du Capitole où le président Biden a donc prononcé son discours. Bonsoir Mohamedou. Bonsoir John. Déjà pendant son discours, le président Biden a dû composer avec les invectives de certains parlementaires de la droite radicale. Effectivement, John, il faut dire que la principale charge est venue d'une députée républicaine pro-Trump. Elle s'appelle Marjorie Taylor Greene. Elle a invectivé le président, le traitant même de menteur. Mais le président Joe Biden a dû garder son sang-froid. Il a dit en substance que se battre juste pour se battre, le pouvoir juste pour le pouvoir, le conflit juste pour le conflit, ça ne nous mène nulle part. Il faut dire que le président de la Chambre des républicains, Kevin McCarthy, avait demandé aux républicains, aux élus républicains de la Chambre et du Sénat de ne pas chahuter bruyamment le président Joe Biden. En fait, la surprise est plutôt venue de l'ancien président Donald Trump qui a suivi et commenté le discours en direct sur son réseau social Truth Social. Il a dit ceci en substance: je m'oppose à la majorité de ces politiques parlant du président Joe Biden, mais il a mis des mots sur ce qu'il ressentait et a bien mieux terminer la soirée qu'il ne l'avait commenté. C'est ce qu'a donc dit en substance l'ancien président américain Donald Trump. Côté démocrate, évidemment, c'était l'enthousiasme. L'ancien conseiller du président Barack Obama, David Axelrod, a d'ailleurs dit que c'était un coup de maître pour le président Joe Biden. Autre sujet qui a aussi fait réagir, c'est le discours sur les violences policières qui minent l'Amérique quelques jours seulement après les funérailles de Tyre Nicholson. Effectivement, John, il faut dire que les parents de Tyre Nichols étaient d'ailleurs présents au Capitole hier pour suivre ce discours. Le président a donc fait applaudir les parents de cet Afro-Américain qui, comme l'a rappelé il y a quelques instants Jacques Aristide dans son reportage, a été tué après avoir été tabassé par des policiers. Le président Joe Biden a jugé que l'Amérique ne pouvait pas se détourner des problèmes liés aux violences policières et qu'il fallait faire davantage pour résoudre ce problème. Alors les élus républicains ont semblé marquer, les élus démocrates ont semblé marquer leur accord parce qu'ils ont porté des pins 1870, année de la première mort connue d'un homme noir libre non armé aux mains de la police. Mais du côté républicain, évidemment, c'était tout le contraire. Des décorations d'un tout autre genre étaient visibles. On avait des pins en forme de fusil AR-15, donc en cause de nombreuses tueries dans le pays au cours des dernières années. Voilà. Une façon donc pour ces élus de réaffirmer le droit au port des armes de tout citoyen américain. Merci Mohamedou Oumfa. Et pour une analyse de ce discours de Joe Biden, retrouvons tout de suite René Lec, il est journaliste et analyste politique. René Lec, bonsoir. Bonsoir John. Quels ont été pour vous les points marquants de ce discours du président américain hier soir? Écoutez, il y en a eu beaucoup, mais si je devais tout résumer en un seul point, c'était le dynamisme, l'énergie et la capacité rhétorique de Joe Biden, rhétorique au sens où il a réagi pratiquement en temps réel aux invectives, au fait qu'il soit hué par certains républicains. C'était, à la limite, John, il y avait quelque chose d'interactif dans ce discours, comme je ne l'ai jamais vu depuis 30 ans passés ici aux États-Unis et à analyser la situation politique américaine. Donc, de ce point de vue-là, c'était assez remarquable. C'est ce qui explique
que les critiques, que ce soit du côté démocrate comme des indépendants, sont plutôt très favorables à Joe Biden. Joe Biden qui a aussi parlé d'unité en lançant un appel aux républicains du Congrès. Est-ce que vous pensez qu'il sera entendu? Écoutez, vous savez, John, très souvent, Joe Biden, je ne sais pas pourquoi, il est souvent sous-estimé, y compris par les démocrates eux-mêmes. Vous vous souvenez, il y a 3 ans, pendant les primaires, personne ne pouvait le donner gagnant. Et pourtant, il est arrivé à gagner ses primaires et à devenir aujourd'hui le président des États-Unis. Eh bien, c'est la même chose quand il est devenu président et qu'il parlait de son discours bipartisan. Personne vraiment ne le prenait au sérieux. Les gens disaient c'est impossible dans cette Amérique divisée. Et pourtant, quand vous regardez les résultats de son bilan législatif, c'est relativement impressionnant, le nombre de lois et de lois importantes. Jacques Aristide, dans son excellent reportage tout à l'heure, en a cité un petit paquet. Ça va des semi-conducteurs, sur la question de l'accès au contrôle des armes, l'accès aussi aux opioïdes, c'était bipartisan. Donc, il y a les infrastructures, il y a eu un certain nombre de lois qui ont pu passer de manière bipartisane. Donc, on peut imaginer que pour cette deuxième moitié de premier mandat, il arrivera peut-être à surprendre à nouveau. Tout à fait. Certains analystes, selon certains analystes, ces discours de Joe Biden avaient aussi des allures de campagne, allusion faite à la présidentielle de 2024. Il semble y avoir un débat au sein du camp démocrate sur l'âge de l'actuel président. Qu'en est-il exactement? Oui, écoutez, John, le débat est tellement profond que vous avez dû certainement voir le sondage ABC Washington Post qui est sorti il y a 2-3 jours. Et il n'y a que 32, le tiers en réalité, le tiers des démocrates qui sont emballés par une candidature de Joe Biden. Donc les 2 tiers des démocrates et indépendants démocrates, votants démocrates, sont simplement opposés, pensent que ce ne serait pas une bonne idée pour Joe Biden de se présenter, et principalement du fait de son âge. Donc c'est sûr que là, il y a peut-être un handicap pour lui, mais effectivement, comme vous l'avez dit, hier, on avait l'impression qu'on était en début de campagne pour Joe Biden, et on verra ce qui va se passer. Mais c'est sûr que s'il se présente, à mon avis, il a des chances de pouvoir l'emporter. Mais on ne sait jamais, vous savez, en politique. En tout cas, la suite, ce sera René Lec, journaliste et analyste politique. Je vous remercie pour votre disponibilité. Je vous en prie, John. Je suis Anastasie Tudièche à Kinshasa. Alors, actualité oblige également, le séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie a fait plus de 11 700 morts au total, selon un nouveau bilan fourni par des responsables officiels et des médecins. 9 057 personnes ont péri en Turquie et 2 662 en Syrie à la suite du tremblement de terre de magnitude 7,8 de lundi, ont-ils précisé. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a reconnu mercredi des lacunes dans la réponse apportée au séisme qui a donc frappé son pays et la Syrie. L'aide internationale a commencé à arriver hier en Turquie où un deuil national a été décrété pour 7 jours. Les États-Unis ont indiqué mardi travailler avec des ONG locales en Syrie pour venir en aide aux victimes de ce séisme dévastateur, refusant tout lien avec le gouvernement de Damas. Dans l'est de la République démocratique du Congo, au moins 3 personnes ont été tuées lors d'une attaque contre un convoi de la MONUSCO le mardi 7 février dans le groupement de Muningi, territoire de Nyiragongo, dans la province du Nord Kivu. 3 véhicules du convoi de la mission de l'ONU ont également été brûlés et toute la cargaison du convoi a été emportée par des manifestants anti-MONUSCO. Une enquête est déjà en cours pour établir les faits. Davantage avec Zanem Neti Zaidi. L'incident s'est produit ici, sur l'axe Goma-Rutshuru. Des jeunes en colère ont pris d'assaut un convoi des casques bleus venant d'une mission de ravitaillement au nord de la ville de Goma. Selon les personnes sur place, tout est parti d'un malentendu entre les jeunes qui voulaient connaître le contenu des véhicules de l'ONU et les casques bleus eux-mêmes.
Cela est venu après une colère de la population du territoire de Nyiragongo. Nous avons vu un convoi, mais nous ne savions pas ce qu'il transportait. Nous avons été obligés de l'arrêter. Nous avons vérifié le premier véhicule. Nous y avons trouvé les moustiquaires. Quand nous sommes arrivés au deuxième véhicule, ils ont refusé que nous l'ouvrions. C'est alors que la population a barricadé la route, puis les casques bleus ont commencé à tirer des balles qui ont blessé et tué des personnes. Selon les sources locales, au moins 5 civils dont les personnes déplacées ont été tuées et une vingtaine de blessés. 3 véhicules ont été incendiés par les manifestants, dont les carcasses ont été à leur tour démontées par les jeunes qui disent ne pas avoir l'intention de s'arrêter là. Nous, les jeunes Congolais, nous ne voyons rien d'autre à faire que de passer à la vitesse supérieure. Nous avons fait beaucoup de manifestations, mais ils ne sont toujours pas partis. Donc, ça ne va pas s'arrêter là. Nous ferons la même chose la prochaine fois parce que nous sommes très en colère. La mission de l'ONU n'a pas voulu commenter la question au-delà d'un communiqué où la chef de la MONUSCO a exprimé ses condoléances et sa sympathie aux familles des victimes de l'incident. Une enquête conjointe avec les autorités du pays devrait déterminer les circonstances de ces décès, précisent les communiqués. Zanem Netizaïdi pour VOA Afrique, Goma. Après le Mali, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, s'est rendu à Mauritanie où il a rencontré les autorités mauritaniennes. Il a été question de sécurité et de coopération, nous dit notre correspondant Mohamed Diop. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, est arrivé à Nouakchott la veille, mais les médias officiels sont restés jusqu'au lendemain pour évoquer la visite, exception quelques photos. Certains médias sont allés jusqu'à parler des visites passées sous silence. Il y a en tout cas cette rencontre loin de la presse privée entre Sergueï Lavrov et son homologue mauritanien Mohamed Salim Ould Merzouk. Côté mauritanien, la préoccupation est plus sécuritaire, tandis que la Russie semblait privilégier la coopération économique. Ainsi, Mohamed Salim Ould Merzouk a indiqué que Nouakchott et Moscou sont d'accord pour qualifier la situation sécuritaire au Sahel de dangereuse. Il a ajouté la nécessité de réactiver le G5. En réaction, Lavrov a dit que son pays est prêt à apporter son soutien sécuritaire si les pays du Sahel le souhaitaient. Le ministre russe a ensuite mis l'accent sur l'économie en exprimant le souhait de renforcer les relations de coopération dans les domaines de la pêche, de l'exploitation minière et de l'éducation. Il a d'ailleurs promis 50 bourses aux étudiants mauritaniens. Sur l'Ukraine, Lavrov a dénoncé ce qu'il appelle l'hégémonie occidentale, notamment américaine. Et le ministre mauritanien a rappelé que son pays était pour un règlement des conflits sur la base du droit international. Mohamed Diop pour VOA Afrique, Nouakchott. Vous suivez Le Monde aujourd'hui. Tout de suite après la pause, nous parlerons de ce nouveau record de LeBron James. Ce sera avec Yacouba Ouedraogo. Abdurrahman Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, le discours annuel du président américain au Capitole sur l'état de l'Union. Un rendez-vous du chef de l'exécutif très attendu avec les parlementaires dans un congrès divisé. C'est une allocution durant laquelle Joe Biden s'adressera aux Américains sur les grandes questions de l'heure, comme l'inflation, l'immigration, les tensions avec la Chine et la guerre en Ukraine, alors qu'il n'a toujours pas dit s'il va se représenter en 2024 ou pas. Qu'attendre du discours de Joe Biden au Capitole? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com et en rediffusion samedi et dimanche. Vous suivez Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. L'état civil est un défi immense pour le Niger, faute d'une présence de représentants de l'État dans certains endroits reculés, d'une vieille habitude ou tout simplement d'une méconnaissance de la loi. 4 enfants sur 10 ne sont pas inscrits à leur naissance à l'état civil dans ce pays
où la moitié de la population a moins de 15 ans. C'est un récit de Nanit Talani. Après avoir fui les attaques djihadistes, Aïchata Hassan ne pensait pas devoir faire face à pareil défi. Prouver au monde que sa fille de 12 ans, Nadia, existe administrativement pour qu'elle puisse aller à l'école au Niger. Nadia Salou, tout comme sa sœur Zeneba 9 ans et le petit Abdul Karim 4 ans, sont parmi ces enfants nigériens qui n'existent que par leur prénom. Leur maman Aïchata Hassan, originaire du petit village rural d'Alzou, dans une zone reculée de la région de Tillabéri, dans l'ouest, a accouché à domicile et aucun agent de l'État n'a pu inscrire leur naissance au registre. Elle disposait de 60 jours pour aller déclarer chaque enfant. Mais ses faibles revenus, la distance de la ville et les coûts de transport l'en ont dissuadée. Et surtout au village, ce bout de papier, l'acte de naissance, ne sert pas à grand-chose, dit-elle. Et des années ont passé. Nadia, Zeneba et Abdul Karim ont été inscrits à l'école. Mais au moment d'inscrire Nadia à l'examen d'entrée en 6e, Aïchata a déchanté. Sans acte de naissance, pas d'inscription possible. Beaucoup d'enfants de l'école sont dans cette situation, dit le conseiller pédagogique Idrissa Iliassou, qui a 30 ans dans l'enseignement rural au compteur. Presque beaucoup d'élèves, beaucoup d'enfants n'ont pas d'extrait de naissance. Il faut aller à l'examen. Et à l'examen, nous ne pouvons pas les faire partir dans un autre cycle sans avoir un état civil qui dit que voilà qui il est venu d'où, en fait, qui l'identifie. Et les conséquences sont désastreuses pour la vie de ces enfants. Sans document d'état civil, certificat de naissance, carte d'identité, nationalité, il n'y aura pas d'éducation ni de moyens de subsistance. C'est aussi simple que cela. Selon Ibrahim Malangoni, directeur national de l'état civil au Niger, le manque d'actes de naissance s'explique par le fait que pour les populations nigériennes, l'inscription sur les registres de naissance n'est pas encore entrée dans les habitudes, surtout en milieu rural. Ils ne sont pas encore dans la logique de systématiser l'enregistrement dès que les faits d'état civil surviennent dans leur famille. Elles attendent toujours qu'il y ait le besoin. Par exemple, qu'il y ait le besoin pour l'école, qu'il y ait le besoin, je sais pas, pour la justice, que le besoin se pose pour d'autres circonstances de la vie, pour bénéficier d'une bourse, pour aller ouvrir un compte à la banque, etc. Et donc c'est en ce moment que les gens se rendent compte qu'il faut le faire, l'acte d'état civil, alors qu'il fallait le faire plus tôt et c'était gratuit. Ibrahim Malangoni pointe aussi du doigt une culture axée sur le papier qui, selon lui, est dépassée car il faut passer à l'informatisation. Aujourd'hui, le taux d'enregistrement des enfants à la naissance dans les délais est de 60%. 4 enfants sur 10 restent donc invisibles aux yeux de l'État. Mais c'est déjà un taux remarquable parce qu'en 2007, il n'était qu'à 30%. Nous parlons de sport à présent comme chaque mercredi et nous retrouvons Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba, du basketball pour commencer. LeBron James à jamais dans l'histoire. Bonsoir John et bonsoir à tous. Effectivement, stratosphérique, LeBron James est devenu mardi le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA devant le légendaire Karim Abdul-Jabbar avec 38 390 points inscrits. Il détient désormais le record individuel le plus prestigieux du basket américain. Suivez. Ses bras levés après avoir battu le record de points en NBA étaient autant ceux du soulagement que de la gloire. Ce shoot de l'histoire, LeBron James l'a inscrit en se retournant à la fin du 3e quart-temps contre Oklahoma City. Ce tir a soudainement fait arrêter le match des Los Angeles Lakers, comme le souffle des quelques 20 000 fans dans une Crypto.com Arena en fusion. King James porte ainsi son total de points en carrière à 38 390, soit 3 de plus que le précédent record
de Karim Abdul-Jabbar. Quand ce tir est rentré et le rugissement de la foule, je ne suis pas sûr de pouvoir ressentir à nouveau ce sentiment. Parmi les témoins de l'histoire, le légendaire Karim Abdul-Jabbar en personne, Magic Johnson, des célébrités comme le chanteur Usher, le rappeur Jay-Z et des fortunés ayant payé jusqu'à $24 000 le siège. C'est à cela que ressemble l'histoire des Noirs. Nous étions là, nous sommes venus, nous avons vu, il a conquis. À la question de savoir si King James était venu ce soir du mardi 7 février pour marquer l'histoire, la réponse est sans équivoque. Eh bien oui, parce que mes garçons prennent un vol très tard demain soir. Donc oui, j'ai juste eu l'état d'esprit et je me suis habillé pour l'occasion. J'ai mis le bandeau car c'est là que le voyage a commencé et j'aurais à payer une chambre d'hôtel pour une autre nuit pour les garçons si je ne l'avais pas fait ce soir. À 38 ans, James ne montre aucun signe de ralentissement au cours de sa 20e saison à NBA. Il affiche une moyenne de plus de 30 points par match et a été sélectionné 19 fois pour les All-Star Games. Il a remporté 4 titres NBA, 4 prix du meilleur joueur de la NBA et 2 médailles d'or olympiques. Même ses propres coéquipiers sont mystifiés. C'est formidable. Il a joué un rôle important dans le succès de notre équipe, dans mon succès. Il a été un leader dans tous les domaines, sur et en dehors du terrain. C'est vraiment bien mérité. Il a mis beaucoup de sang, de sueur et de larmes dans ce jeu. Je suis donc honoré de pouvoir être le témoin en direct. Si la grandeur de James sur le terrain est définie par les statistiques, on se souviendra peut-être davantage de lui pour son travail en dehors des parquets. Il a utilisé sa notoriété pour s'exprimer sur le racisme, les droits civiques des Noirs et la brutalité policière et a consacré de l'argent et du temps à un certain nombre de causes caricatives. Football à présent et nous parlons du mondial des clubs qui se poursuit au Maroc. Le club saoudien d'Al Hilal s'est qualifié hier mardi pour la finale. Les Saoudiens ont battu les Brésiliens de Flamengo 3-2. Al Hilal va rencontrer un samedi en finale le vainqueur du match entre le Real Madrid et les Égyptiens de Al Ahly, une rencontre qui se joue présentement. Tennis, pour finir, Ons Jabeur va subir prochainement une intervention chirurgicale pour prendre soin de ma santé. Mon équipe médicale a décidé que je devais subir une opération mineure. C'est ce qu'a écrit la Tunisienne de 29 ans sur sa page Facebook, sans préciser la nature exacte de l'opération. La numéro 3 mondiale va donc manquer les tournois de Doha et Dubaï prévus la semaine prochaine. Finaliste des derniers Wimbledon et US Open, Ons Jabeur a été éliminée dès le deuxième tour de l'Open d'Australie. Le 19 janvier, elle est devenue en 2020 la première joueuse du monde arabe à atteindre les quarts de finale d'un tournoi du Grand Chelem à Melbourne. Voilà, c'est tout pour cette rubrique sportive. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Merci Yacouba. Avant de refermer ce journal, et si on faisait un petit tour dans le dernier émirat de mes vacances, eh bien Yacouba, allons justement à Dubaï. En vous promenant le long du port, vous pourrez apercevoir une Corvette ou une McLaren. Ces voitures de luxe ou jet cars sont en fait des bateaux de vitesse construits à l'aide d'un moteur de jet ski et modélés d'après divers modèles de voitures pour épater les touristes et les habitants des Émirats arabes unis. Nous voulions proposer quelque chose de nouveau. Nous avons déjà des voitures de luxe, alors pourquoi ne pas amener ces voitures de luxe sur l'eau, a déclaré Islam Oman, propriétaire donc de la société. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. Bonsoir.